Après un mot d'ouverture présenté par le délégué général au contrôle et à l'éthique, nous aurons essentiellement 3 présentations intercalées par la présentation des outils du contrôle et de l'évaluation. Nous avons déjà perdu un certain temps aussi. Je vais passer immédiatement la parole au délégué général au contrôle et à l'éthique pour l'ouverture du webinaire. Merci, professeur Perrin. Bonjour à toutes et à tous. Ainsi que vous le savez maintenant, le Bénin a pris l'option de mettre en place une délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Au nombre des missions de cette délégation, il y a le contrôle et l'évaluation des personnels enseignants et des chercheurs du supérieur. La délégation a travaillé à la préparation de cette mission de contrôle et d'évaluation et se trouve à un stade de la préparation où il était nécessaire d'élargir le cercle des personnes qui sont mises dans la confidence de la philosophie et des outils. C'est pour cette raison que nous avons initié ces 2 webinaires qui auront lieu aujourd'hui et demain. Je voudrais simplement, en guise d'ouverture, rappeler les objectifs de ces 2 webinaires. De manière générale, il s'agit pour nous de développer une compréhension commune du processus de contrôle et d'évaluation des personnels enseignants et des chercheurs du supérieur. Pour y parvenir, nous devrions d'abord rappeler le contexte et la mission de contrôle et d'évaluation de la délégation, présenter le concept du contrôle et de l'évaluation, présenter les outils de ce contrôle, partager avec vous l'éthique du contrôle et de l'évaluation et enfin les leçons apprises des premières expériences de contrôle et d'évaluation. Sur ce, sans plus perdre de temps, je retourne la parole au professeur Perrin, modérateur de l'atelier. Merci, monsieur le délégué général. Je vais donc passer la parole au délégué général adjoint, monsieur Cyril Goubedji, qui va présenter le cadrage général. Merci, mesdames et messieurs. La délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur, pour quel contrôle et quelle évaluation? C'est le titre de la communication par laquelle je voudrais échanger avec vous. La présentation portera sur 2 grands axes essentiels. Le premier me permettra de définir ou d'échanger avec vous sur le cadrage de la mission de contrôle et d'évaluation. Et le second me permettra de partager avec vous la logique du contrôle et de l'évaluation. À la base de tout ce que nous disons, un souci. Comment réussir à arrimer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique aux exigences du développement économique et social du Bénin? Pour mieux adresser cette question, le gouvernement béninois a adopté une stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Et dans ce cadre, un organe national de contrôle a été mis en place et est dénommé la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Cette délégation est composée de 7 personnalités désignées à raison de 4 par le président de la République, dont une personnalité administrative de grande réputation, 2 enseignants du supérieur de grande notoriété académique et un spécialiste de téléenseignement. 3 par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique parmi les enseignants du supérieur du rang
magistrale. Quelle est la mission et quelles sont les attributions de la délégation? La délégation au contrôle et à l'éthique a pour mission de veiller à la qualité de l'enseignement et de la recherche scientifique, ainsi qu'au respect par les assistants, enseignants et chercheurs des obligations professionnelles et de la déontologie liées à leur statut dans les universités publiques, les établissements supérieurs publics d'enseignement et les centres de recherche rattachés au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cet organe est chargé également de la promotion du téléenseignement. Mesdames et messieurs, on note à la lecture de cette mission que le contrôle et l'évaluation constituent une mission centrale de la DCE. Mais quels en sont les tenants et les aboutissants? La mission de contrôle consiste à vérifier la conformité des actions, des services, des produits aux normes de référence préalablement arrêtées. Contrôler, c'est confronter. La mission d'évaluation, elle, vise à attribuer une valeur, à émettre un jugement après analyse, à mesurer sur la base de critères préétablis. Ainsi, la mission de contrôle et d'évaluation dévolue à la délégation est une mission globale. Elle comporte toutefois des composantes. D'abord, la globalité de la mission. Le but, c'est de rendre les universités béninoises et les centres de recherche universitaires plus compétitifs sur les marchés internationaux de l'éducation et de la recherche scientifique. Le périmètre est d'intervenir dans les universités publiques, les établissements privés d'enseignement supérieur et les centres de recherche relevant du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Les universités publiques du Bénin, les établissements publics supérieurs et les centres de recherche dans les universités publiques et du Centre béninois de la recherche scientifique et technique constituent l'échiquier public. Il faut souligner à ce niveau que le Bénin a deux grandes universités pluridisciplinaires, l'université d'Abomey-Calavi, l'université de Parapou, deux universités thématiques, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et l'Université nationale d'agriculture. Toutes ces universités ont en leur sein des unités de formation et de recherche et des laboratoires ou centres de recherche. Le Centre béninois de la recherche scientifique et technologique a également ses centres de recherche. Hormis cela, le gouvernement a entrepris la création d'établissements publics supérieurs qui forment dans l'enseignement supérieur, mais qui ne sont pas pour le moment rattachés à une université publique. Les établissements privés d'enseignement supérieur, certains parmi eux ont le statut d'université, d'autres ne sont que de simples entités de formation agréées. L'ouverture, les programmes d'enseignement, les filières sont réglementés. Voilà ce qui constitue le périmètre d'intervention de la délégation au contrôle et à l'éthique. Ce périmètre, vous le constatez avec moi, est riche de cibles, mais il faut s'interroger sur les composantes même de la mission en regard de cette diversité de cibles. La mission de contrôle et d'évaluation recouvre un certain nombre d'activités. On peut les regrouper en trois composantes. En fait, c'est pour juste mieux rendre compte du contenu de la mission qu'on peut identifier
les activités qui sont de l'ordre de contrôle, celles qui sont de l'ordre d'évaluation et enfin les activités qui sont de l'ordre des enquêtes, sondages. Parlons maintenant des contrôles. Au niveau des contrôles, nous avons le contrôle de la qualité des offres de formation, le contrôle de la qualité des supports pédagogiques, les cours, les épreuves, et le contrôle déontologique. Au niveau des évaluations, nous avons l'évaluation en situation de classe, l'évaluation des épreuves, l'évaluation de la contribution des enseignants à la recherche, évaluation des travaux des chercheurs, évaluation de la mise en œuvre du contrat de performance. Dans la catégorie des enquêtes et sondages, nous avons essentiellement deux pour le moment. L'enquête spéciale de moralité des enseignants et chercheurs avant leur reclassement et l'enquête de pédagogie par les apprenants. Ça, c'est ce que nous pouvons appeler les tenants de la mission. Parlons à présent des aboutissants de la mission. La mission de contrôle et d'évaluation vise à mesurer les impacts des services et des productions des enseignants et chercheurs, aussi bien sur les apprenants, la communauté universitaire et la société en général. Elle s'appuie donc sur des critères d'évaluation qui transparaissent clairement dans les outils tels qu'ils seront présentés plus tard dans ce webinaire et affichent de manière univoque les finalités. Les critères de mise en œuvre. Il faut distinguer les critères de l'évaluation de l'enseignement de ceux relatifs à l'évaluation de la recherche. Du côté de l'évaluation de l'enseignement, nous avons des critères comme la compétence pédagogique, la méthodologie d'enseignement, l'encadrement des étudiants, l'innovation pédagogique. Du côté de l'évaluation de la recherche, on peut retrouver des critères comme la qualité des publications pour mesurer la contribution à la recherche, la participation aux activités pour évaluer la contribution à la production des connaissances, le rayonnement académique pour mesurer l'impact des travaux de recherche au niveau national et international. Les outils sont élaborés pour pouvoir évaluer tous ces critères. Mais quelle est la logique des outils d'évaluation? Chaque outil élaboré est basé sur des critères spécifiques avec des indicateurs et indices de satisfaction. Chaque critère compte dans la note globale de l'évaluation. La note de chaque évaluation est prise en compte dans la note globale de l'enseignant. Certains outils sont administrés avec l'appui d'experts externes commis par la DCE, tandis que d'autres sont administrés par les universités et notamment par les responsables d'entités. Nous allons faire ici le rappel des types d'outils. Il n'est pas donc inutile de rappeler qu'il y a des outils pour le contrôle de la qualité des supports pédagogiques, des outils pour l'évaluation des épreuves, des outils pour évaluation en situation de classe, outils pour enquête de pédagogie par les apprenants, outils pour l'évaluation de la contribution à la recherche, outils pour l'évaluation spécifique des chercheurs, outils pour l'évaluation du contrat de performance, outils pour l'enquête spéciale de moralité. Qui sont les responsables d'administration des outils et les cibles concernées? Quand nous prenons le contrôle de la qualité des offres de formation, les responsables sont essentiellement la délégation, considérée dans sa collégialité. Mais elle peut s'appuyer sur des structures relais au sein des universités. Et les cibles, ce sont les rectorats. Parce que c'est à ce niveau que la question de la qualité des offres de formation est discutée. Quand nous prenons un outil comme celui du contrôle de la qualité des supports pédagogiques, quand nous prenons également l'outil pour évaluer les épreuves, pour évaluer
l'enseignant en situation de classe. Pour évaluer même la contribution à la recherche et pour faire l'enquête spéciale de moralité, c'est toujours la délégation qui est responsable. Mais elle s'appuie sur des experts nationaux, des experts étrangers. Elle s'appuie également sur des structures relais au sein des centres de recherche. Et les délégués, donc à la délégation, sont actifs sur l'administration de ces outils. Les cibles, ce sont les responsables des unités de formation et de recherche, ce sont les enseignants, ce sont les responsables des études, ce sont les enseignants-chercheurs, les responsables des études, les secrétaires généraux d'entités et les chefs de service de personnel. Donc, tout cet ensemble est concerné par ces outils et sur la qualité des supports, l'évaluation des épreuves, l'évaluation des enseignants en situation de classe et autres. Je vais rapidement passer à la périodicité de mise en œuvre des outils. Quand je prends l'outil de contrôle de la qualité, ou quand je prends même l'exercice de contrôle de la qualité des offres de formation, c'est 2 ans après chaque cycle de mise en œuvre des offres de formation. Le contrôle de la qualité des supports pédagogiques et évaluation en situation de classe, c'est au moins une fois tous les 3 ans. Les enseignants et les chercheurs donc doivent faire objet de cette évaluation systématique au moins une fois tous les 3 ans. Évaluation des épreuves, évaluation de la contribution à la recherche, évaluation spécifique des chercheurs. C'est une périodicité annuelle, donc chaque année. L'enquête spéciale de moralité, c'est au moins une fois tous les 3 ans. Et plus spécifiquement, lorsqu'il s'agit de reclasser un enseignant qui a obtenu l'inscription dans un grade supérieur au CAMES, Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. L'enquête de pédagogie par les apprenants, c'est immédiatement à la fin d'un enseignement dispensé que cette enquête est menée. Évaluation du contrat de performance, cette évaluation se fait annuellement. Enquête spéciale de moralité, comme je l'ai dit, c'est chaque 3 ans, mais également à l'occasion d'un nouveau grade. Pourquoi faire ces contrôles et ces évaluations? Les finalités concernent la qualité de l'enseignement et la qualité de la recherche. Sur la qualité de l'enseignement, nous allons parler en termes d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Et cette assurance qualité est garantie par l'évaluation de la pertinence des offres de formation et des programmes, et par l'évaluation de la performance pédagogique favorisant l'adoption de méthodes pédagogiques efficaces. La promotion de la qualité de la recherche, deuxième finalité. Cette promotion se fait par la mesure de l'impact des travaux sur la communauté académique et la société. Elle se fait également par l'évaluation de la collaboration scientifique. Et enfin, par l'appréciation de l'innovation et de la créativité dans la recherche. La mission de contrôle et d'évaluation est bien gigantesque. La cible est un fourmillement d'une diversité catégorielle. Les membres de la délégation constituent de ce fait un petit noyau dans un gros fruit. La chair sera bien étoffée par le recours à l'expertise internationale et nationale. Les uns et les autres, en s'appropriant la mission, pourront avec dextérité administrer les outils conçus par les membres de la délégation pour l'exécution de la mission. La présentation illustrative des outils offrira davantage de lumière sur l'efficacité de la mission. Mesdames et messieurs, voilà en quels termes je voudrais partager avec vous la mission de contrôle et d'évaluation de la délégation contrôlée à l'éthique dans l'enseignement supérieur au Bénin. Je vous remercie de toute votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le délégué général adjoint Koubedji Cyril. Nous allons maintenant
avant la présentation des outils, nous autoriser quelques minutes de discussion pour des questions de clarification. Professeur Gora, vous avez la parole. D'accord, bonjour. Et je remercie donc toute l'équipe de la DCE pour le travail qui a accompli et pour vraiment ce souci de partager avec nous vraiment l'essentiel du travail jusqu'à ce niveau-ci. Mais à travers donc les missions et les tâches dévolues avec l'accompagnement des experts, j'imagine la densité du travail qui va être fait. Et ceci m'amène donc à demander le nombre d'établissements privés d'enseignement secondaire aujourd'hui. Et peut-être par rapport aux différentes évaluations qui sont prévues, vraiment, quelle peut être la densité en termes de travail? Est-ce que déjà une première idée est là et voir est-ce qu'il y a une adéquation déjà par rapport aux ressources et au travail à faire? C'était un peu une question comme ça qui me vient à la tête parce que je vois que ça va être très dense. Merci. Merci beaucoup. Nous allons écouter le deuxième intervenant avant de répondre. Monsieur Rosandi, Romain, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le délégué général, monsieur le délégué général adjoint. À vrai dire, ce n'est pas une question. J'allais dire que c'est une préoccupation d'ordre pratique. Quand j'ai voulu me connecter à 14 heures, je n'ai pas pu avoir accès parce que je venais de recevoir quelques minutes avant un mail qui me disait que l'accès à la salle m'était refusé. Et puis, j'étais un peu perdu. Quelques minutes plus tard, voilà, j'ai eu comme ça l'inspiration de retourner dans ma boîte et j'ai vu qu'on m'a remis à nouveau le lien, de sorte que j'ai pris la communication du délégué général adjoint au vol. Et je me demande s'il y aura après une opportunité pour accéder, soit à l'enregistrement, soit aux documents qui ont servi d'appui à la présentation. Je vous remercie, monsieur le délégué général. Il n'y a pas d'autres intervenants. Nous allons laisser la parole au délégué général adjoint. Je vous remercie. C'est effectivement en termes de densité que suppose la mission de la délégation au contrôle et à l'éthique. Avoir le nombre d'universités, le nombre d'unités de formation et de recherche, le nombre de centres de recherche que nous avons dans les universités publiques du Bénin, les établissements publics supérieurs non rattachés aux universités, les établissements privés d'enseignement supérieur, on voit que c'est un monde fou. Mais ce n'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Dans la devise de la délégation, la méthode occupe une place importante. L'efficacité occupe une autre place. Ne serait-ce que ces deux expressions peut les utiliser comme repères. Alors, comment y parvenir? Du côté de la délégation, nous savons que pour tout au moins au démarrage, nous allons nous occuper des universités publiques du Bénin. Et à ce niveau, nous savons qu'avec une programmation des activités pour 1200 enseignants, que nous sommes déjà à bout. Et pour une première année, nous allons évaluer environ 400 enseignants. Je peux même dire avec précision 492 enseignants au titre de la première année d'évaluation. Et cela a déjà commencé par l'enquête spéciale de moralité, parce que c'est environ 495 lauréats du CAMES au titre des années 2022, 2023 et un résidu de 2021 qui constitue cette première cible et qui a fait l'objet de l'enquête spéciale de moralité. Donc, ce n'est qu'une étape. L'étape suivante, c'est de programmer l'évaluation de leur support pédagogique, l'évaluation des épreuves qu'ils ont administrées aux apprenants. C'est également la programmation de l'évaluation de leur observation en situation de classe. Et à ce niveau, ce n'est pas les 7 de la délégation. Les 7 de la délégation n'ont pas les compétences pour intervenir dans tous les domaines. C'est s'appuyer sur des compétences
expertes dans les différents domaines ou spécialités des enseignants et chercheurs concernés, qui est le mode opératoire. Et à cet effet, la délégation a lancé un avis à manifestation d'intérêt qui nous a déjà permis, dans un premier temps, d'avoir une vingtaine d'experts et sur lesquels nous nous sommes appuyés pour faire l'enquête spéciale de moralité. Nous avons relancé l'avis à manifestation d'intérêt. Nous avons rencontré le CAMES, nous avons discuté et puis cela a été mis sur les plateformes digitales du CAMES. Nous avons également diffusé l'avis à manifestation d'intérêt dans les réseaux diplomatiques du Bénin à l'étranger. Nous avons eu également un focus sur la base des alumni du CAMES et nous pensons que avec les experts qui sont en train d'exprimer leur intérêt pour cette mission de la DCE, aussi bien à l'interne qu'à l'externe, et tout ce que nous avons comme vivier de compétences au niveau de l'enseignement supérieur africain et malgache, on pourra bien réussir la mission. Mais là, tout est question de moyens. Vous aurez raison de penser immédiatement aux moyens. Et ne me demandez pas si la délégation a déjà avec elle les moyens financiers qu'il faut pour accomplir cette mission. Vous savez, la délégation, elle est institutionnalisée et donc elle a son plan de travail. Les ressources sont garanties pour pouvoir mener à bien les activités. Sur la deuxième intervention, je voudrais rassurer Monsieur Mouzangui que les documents de communication seront disponibles après les deux webinaires, donc celui d'aujourd'hui et celui de demain. Les communications seront disponibles sur le site web de la DCE. Voilà mes réactions face à ces préoccupations d'entrée. Et s'il y a d'autres, nous pouvons encore réagir. Là, nous voyons la main du professeur Giroux, Oui, qui peut déjà intervenir. Alors, d'abord, je souhaitais féliciter tous les organisateurs de ce webinaire parce que je crois qu'on est au cœur d'un problème qui concerne pas seulement le Bénin, mais beaucoup d'autres pays en développement dans le monde, la qualité de l'enseignement supérieur. Et donc, je voulais vous féliciter de vous être attaqué de façon volontariste à ce problème. Avec simplement, je voulais vous partager deux remarques issues de la longue expérience que j'ai eue dans différents pays africains. La première, c'est qu'un enseignant-chercheur, c'est un métier difficile et c'est un métier dans lequel on ne travaille pas seul, on travaille en équipe. Est-ce que vous avez prévu une évaluation de l'équipe, pas seulement, j'ai entendu, de l'enseignant, de sa façon d'enseigner, etc., enfin tout un tas d'items classiques, mais est-ce que vous avez prévu d'évaluer l'équipe dans laquelle il travaille? Parce que c'est essentiel. Vous avez des gens qui se retrouvent isolés, qui font du mauvais travail d'enseignement supérieur, et d'autres, au contraire, qui sont dans des équipes dynamiques. Et puis, la deuxième remarque ou suggestion que je pouvais faire, c'est que tout ce qui est évaluation par rapport à un référentiel, c'est très important, mais normalement, ça ne doit pas être dans l'enseignement supérieur une évaluation sanction. C'est une évaluation conseil, c'est-à-dire qu'à l'issue de ce qui a été noté de façon positive ou négative sur chacun, est-ce que vous avez prévu une phase finale de conseil pour améliorer et pour que les défauts relevés lors du premier contrôle soient atténués ou en tout cas qu'il y ait une dynamique de progrès dans l'ensemble de l'évaluation. Voilà, merci beaucoup. Bien noté, autre intervenant. Bon, on va laisser donc le professeur Lito. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Merci beaucoup. Toutes mes
félicitations à la DCE, à l'initiative, etc. Ma question est celle-ci. Quel est le rapport entre les évaluations de la DCE et la promotion? Est-ce que ça peut agir sur la promotion, etc. Ou, en fait, ouais. Quels sont les liens entre les deux? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons vous répondre le deuxième et dernier intervenant. Monsieur Cora. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste demander, ça dit s'il y a des évaluations qui ont été faites et qu'il fallait faire des corrections. Je pense que le collègue qui m'a précédé tout à l'heure l'a soulevé. Quelle serait la périodicité pour voir quand même, est-ce que peut-être les recommandations sont prises en compte? Est-ce qu'il y a ce mécanisme qui est prévu également? Merci. Merci. Nous allons prendre la question relative à l'aspect collégial du travail enseignant ou du travail des chercheurs. Oui, nous avons pris en compte cet aspect dans les outils d'évaluation et parce qu'il y a des questions qui visent à voir si l'enseignant ou le chercheur évolue seul ou s'il travaille en équipe. Est-ce qu'il est dans un groupe de recherche? Est-ce qu'il est dans un groupe thématique? Et si oui, quelles en sont les preuves et quels sont les résultats obtenus à ce niveau? Et ces critères sont bien pris en compte. Également, la philosophie du contrôle et de l'évaluation est telle que conçue par la DCE et s'inscrit parfaitement dans cette logique que souligne le professeur Giroux. Et en effet, comme on ne le pensait pas le grand nombre, le contrôle et l'évaluation au niveau de la délégation ne consiste pas à sanctionner les enseignants et les chercheurs, mais consiste à évaluer leur capacité opérationnelle et à recommander des mesures de renforcement des capacités là où il y a des failles. Et cet aspect est important, est si important que parmi les éléments d'évaluation qui ont fait objet d'attention figurent par exemple les questions de voyage d'études et les questions de mobilité. Est-ce que l'enseignant est inscrit à un programme de mobilité? Si oui, qu'est-ce que ce programme a apporté? S'il n'est pas inscrit à un programme de mobilité et si l'évaluation a révélé que sa sédentarisation à outrance est un facteur de contre-performance, on pourrait proposer qu'il soit inscrit à un programme de mobilité. Mais l'aspect sanction ne sera pas totalement absent parce que, en faisant le lien avec les questions de promotion, les résultats de l'évaluation seront pris en compte, et, comme on le dit, de manière incontournable dans la promotion des enseignants et dans le reclassement des enseignants. Parce que les textes statutaires qui régissent le sous-secteur et qui sont encore en vigueur veulent que désormais les promotions ne se passent plus à l'automatique, mais se fassent au mérite. Et donc, les résultats des différentes évaluations pourront être pris en compte pour les promotions. En début d'exercice, cela a forcément un aspect discriminant. Un aspect discriminant parce que tout le monde n'est pas encore passé par le contrôle. Mais entre-temps, les temps de promotion sont là pour les uns et les autres. Ça veut dire que lorsque le contrôle a des résultats vraiment négatifs ou lorsqu'on a des ressentis sur le contrôle d'un enseignant, ce ressenti pourra influencer forcément sa promotion. Mais cela n'est qu'un aspect accessoire parce que l'aspect principal, c'est que les résultats de l'évaluation peuvent permettre
de mesurer le mérite des uns et des autres. La nécessité d'avoir un mécanisme retour sur évaluation s'est imposée à nous et nous l'avons prise en compte au moment où nous concevions la stratégie de mise en œuvre de la mission des attributions de la DCE. À ce niveau, il est vraiment prévu que après les évaluations, les rapports puissent d'abord faire objet de discussion entre l'enseignant ou le chercheur évalué et la DCE, donc les évaluateurs, et puis après, une discussion entre l'unité de formation et de recherche auquel l'enseignant ou le chercheur est rattaché. Et cela permet de prendre en compte ou de faire ce qu'on appelle le partage des responsabilités, parce que les résultats de l'évaluation des enseignants et des chercheurs peuvent révéler des dysfonctionnements administratifs, peuvent révéler des dysfonctionnements donc, des institutions académiques, peuvent révéler aussi des fragilités ou des faiblesses dans l'environnement infrastructurel, donc d'enseignement et de recherche. Ces rapports vont permettre de faire des recommandations à qui de droit pour la prise en compte des points d'attention nécessaires. Merci beaucoup, Monsieur le DGACE. Nous allons à présent passer à la deuxième session de notre webinaire concernant les outils du contrôle et de l'évaluation. Et pour cela, nous allons passer la parole à la déléguée Fiamoué qui va entrer dans l'essence de la présentation des outils à travers des démonstrations. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous allons découvrir la structure et le contenu de ces outils. Et enfin, je terminerai ma présentation en administrant un outil pour illustrer concrètement son utilisation. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, pour aller sur le site de la délégation, on n'a pas besoin forcément de connaître l'URL. On peut aller dans un moteur de recherche pour pouvoir accéder au site web de la délégation. Donc, une fois sur le site de la délégation, nous allons cliquer sur l'onglet « Contrôle et évaluation » et ce qui nous permet d'accéder aux outils. Et donc, nous avons au total 9 outils de contrôle et d'évaluation. Et chaque type d'outil est dédié à une évaluation spécifique. Et en première position, nous avons l'outil de contrôle de la qualité des offres de formation, contrôle de la qualité des supports pédagogiques, évaluation des épreuves, évaluation des enseignants en situation de classe, évaluation de la contribution à la recherche, enquête spéciale de moralité, enquête de pédagogie par les apprenants, évaluation spécifique des chercheurs et évaluation de la performance. Donc maintenant, nous allons essayer de découvrir par exemple l'outil numéro 2, contrôle de la qualité des supports pédagogiques. Alors à ce niveau, pour ce formulaire de contrôle de la qualité des supports pédagogiques, il faut noter qu'il est structuré en 2 parties. La première partie, intitulée « Information générale », décrit donc l'identité de support pédagogique en lien avec l'enseignant et l'établissement d'enseignement. Alors, nous avons au total à ce niveau, au niveau de l'information générale, 24 éléments, notamment nature de l'établissement de rattachement, dénomination de l'établissement de rattachement, type d'unité de formation et de recherche, dénomination de l'unité de formation et de recherche, département, unité, section, filière, intitulé de la formation, domaine de la formation, la mention de la formation, spécialité de la formation, le grade de la formation, diplôme prévu, l'unité d'enseignement, l'élément constitutionnel, intitulé du cours, nom et prénom de l'enseignant,
dont le support est évalué, son année de recrutement, son numéro matricule, son grade, son statut, sa spécialité, semestre d'enseignement concerné, la masse horaire de l'enseignant, année académique d'évaluation, la nature du support évalué, date de contrôle de support pédagogique. Et la deuxième partie, en fait, de ce formulaire concerne les critères d'évaluation qui sont élaborés sous forme d'assection et dont les réponses sont codées sous forme binaire, notamment oui et non. Et donc là, nous avons au total 8 critères. Et le premier, à ce niveau, l'évaluateur, en fait, doit chercher à savoir si le contenu du support pédagogique est conforme à la description de l'unité d'enseignement, si le support est structuré selon une séquence logique et cohérente d'informations, si le support est adapté à un ou plusieurs objectifs d'apprentissage spécifiques, et le contenu du support pédagogique est clair et facile à comprendre. Ensuite, si le support reflète les connaissances actualisées dans le domaine concerné. Et 6, si le contenu du support atteste que les connaissances professionnelles de l'enseignant dans la matière objet de ce support sont satisfaisantes et actualisées. 7, si le contenu du support atteste que la culture générale en relation avec les enseignements dispensés ou les fonctions occupées par l'enseignant est satisfaisante. 8, si le support pédagogique est attrayant et captivant pour maintenir l'intérêt des apprenants. Donc, à la suite de la présentation du contenu de ce formulaire, nous allons faire un exercice d'administration avec un autre support. Notamment, on va choisir le premier, contrôle de la qualité des offres de formation. Alors, à l'instant du formulaire que je viens de présenter, ce formulaire est également structuré en 2 parties. Donc, nous allons commencer l'administration. Alors, ici, l'évaluateur est supposé avoir les offres de formation. Donc, il va regarder les informations sur les offres qu'il est en train d'évaluer. Donc, en première position, c'est la nature de l'établissement de rattachement. Donc, on sélectionne, par exemple, l'Université publique du Bénin. Ensuite, la dénomination de l'établissement de rattachement, on va choisir l'Université d'Abomey-Calavi. Le type d'unité de formation et de la recherche, nous allons choisir faculté. Ensuite, dénomination de l'unité de formation et de recherche. On va choisir faculté des sciences économiques et de gestion. Intitulé de la formation. Nous allons choisir économétrie et statistiques appliquées. Le domaine de la formation en lien avec cette offre de formation, c'est économie, sciences économiques et de gestion. Sciences économiques et de gestion, le domaine de la formation. Spécialité de la formation, sciences économiques. Ça, nous allons saisir. Sciences économiques. Le grade de la formation, c'est la licence. Grade de la formation, licence. Diplôme prévu, licence professionnelle. Nom et prénom du responsable de la formation, nous allons mettre John Smith. Grade du responsable de la formation, nous allons sélectionner, il y a des modalités, mais de conférence. Spécialité du responsable de la formation, et nous allons mettre macroéconomie. La date du contrôle de l'offre de formation, alors nous allons
On peut retenir la date d'aujourd'hui, par exemple, 30 mai 2024. Alors, maintenant, nous passons à la deuxième partie du formulaire qui concerne donc les critères qui permettent d'évaluer l'offre de formation. Donc ici, l'évaluateur doit chercher à savoir s'il existe un acte de validation signé par l'autorité compétente. Non. Alors, sinon, préciser l'état actuel du processus. Pour aller plus vite en raison du temps qui nous est imparti, choisissons oui. Alors, si oui, date de validation, on peut prendre l'année 2023. Et ensuite, si oui, joindre une preuve. Donc là, ça veut dire que l'évaluateur a scanné la preuve de validation. Donc, il va récupérer la preuve dans un dossier sur son ordinateur qu'il joint donc au formulaire. Donc, après cette étape, nous passons. L'évaluateur ici va chercher à savoir si l'offre de formation est en adéquation avec les types de l'UFR. Si l'offre de formation est en adéquation avec les attributions. Avec les attributions de l'UFR, oui. Nous cochons oui. Si les objectifs sont clairement formulés, oui. Si les objectifs de formation sont clairement renseignés, oui. Renseigne clairement sur les compétences à développer. OK. Si les objectifs de formation renseignent clairement sur les compétences à développer par les apprenants, oui. Existence de ressources adéquates pour faciliter l'apprentissage maintenant. Au point 6, alors là, on cherche à savoir si les infrastructures existent. On va cocher oui. Maintenant, si oui, est-ce que les infrastructures sont suffisantes? On va cocher non. Si oui, est-ce que les infrastructures sont adaptées? Oui. Non. Si oui. Ah non, on a... OK, c'est non, excusez. On coche non. Oui. Les infrastructures existent, oui ou non? Oui. OK. Si oui, les infrastructures sont suffisantes. Oui. Si oui, les infrastructures sont adaptées. Oui. Alors, les enseignants intervenant dans la formation sont qualifiés dans leur domaine. Oui. Le personnel d'appui est disponible. Oui. Le personnel d'appui est suffisant. Non. Le personnel d'appui est compétent. Oui. Les équipements disponibles facilitent l'apprentissage. Oui. Les unités d'application existent. Non. Tout 6. Les laboratoires, centres de recherche existent, oui. Les outils technologiques adaptés existent, non. Une bibliothèque dédiée existe, oui. Maintenant, nous passons à 7. L'offre de formation est mise à jour conformément à la périodicité prescrite dans le document. Oui. Si oui, date de dernière mise à jour. Donc ici, comme c'est un exercice, on va choisir une date au hasard. Voilà, donc le 1er avril 2024. Alors, le critère 8. L'offre de formation a prévu des mesures de mobilité des étudiants. Non. Nous allons cocher non. Maintenant, le mécanisme de suivi et évaluation prévu dans l'offre de formation.
Alors ici, on veut savoir si le mécanisme de suivi-évaluation est mis en œuvre comme prévu. Nous allons cocher non. Alors, la formation facilite l'insertion professionnelle, on va cocher oui. Et donc là, on est arrivé à la fin de l'administration de cet outil. On peut le sauvegarder en mode brouillon pour pouvoir vérifier si nous avons renseigné tous les éléments. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur soumettre pour soumettre donc le formulaire renseigné dans le cloud. Merci pour votre aimable attention. C'est un champ obligatoire. Il y a une case qu'on n'a pas remplie. Ouais. Mention de la formation. Sens. Mention. Oui, sens. Expliquez ce que vous faites. En fait, il y a un mécanisme qui permet donc de savoir si on a rempli tous les champs obligatoires ou pas. Donc, dans ce cas-ci, on ne pouvait pas soumettre sans avoir renseigné le numéro, la question numéro 7. Donc, ce qui est fait, on va essayer maintenant de soumettre. Et voilà. C'est parti. Donc, ça a été soumis avec succès. Le formulaire a été soumis avec succès. Donc, vous avez cette notification. Ça va où? Alors, ça va directement donc, dans la base de données de la DCE. Donc, nous recevons toutes les soumissions de tous les formulaires dans la base de données de l'enseignement supérieur BDES, qui est en cours de construction, mais pour l'instant, nous avons donc un prototype qui permet de recueillir tout ce que vous soumettez et faire l'analyse. À l'issue de cette présentation illustrée par une démonstration, nous ouvrons à nouveau le forum de discussion pour permettre aux uns et aux autres de s'exprimer, de poser des questions. Y a-t-il des mains levées? Oui, il y a une main levée. Pour le moment. Donc, ceux qui souhaitent intervenir peuvent lever leur main. Bon, on va commencer par M. Alphonse Singbo. Monsieur Alphonse Singbo, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Parfaitement. D'accord. Donc, je remercie la délégation et tous les participants pour cette belle expérience-là. En fait, mon intervention, c'est sur le contenu, la section B de vos formulaires. Je ne sais pas s'il y a une philosophie derrière le fait de formuler les questions de façon binaire, oui et non. Parce que généralement, dans les évaluations, pour laisser place à l'amélioration et ne pas mettre ça comme un outil d'évaluation sommative, est-ce que ce n'est pas mieux d'aller vers, par exemple, les échelles de Likert, par exemple, tout à fait en accord, totalement en désaccord, pour laisser place à l'amélioration? Bon, je ne sais pas si vous avez déjà évalué votre outil et ça a permis quand même de mieux évaluer les contenus. Merci beaucoup. Question suivante. Okay. La question suivante, c'est M. Oglito. Merci beaucoup. J'ai deux questions. La première, pour l'évaluation de l'enseignant en Amérique du Nord, il y a souvent l'évaluation ou le feedback par les étudiants. Donc, ma question, c'est de savoir si c'est une philosophie que nous allons aussi adopter dans ce cas. Mais dans ce cas, il va falloir aussi des formulaires pour que les étudiants puissent donner leur feedback et ceci est pris en compte au fait dans l'évaluation générale de l'enseignant ou du côté enseignement. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est l'évaluation en situation de classe.
Ma question là, c'est de savoir si c'est une évaluation qui va être planifiée en accord avec l'enseignant ou c'est une évaluation qui va être faite de manière impromptue, comme les inspecteurs que nous avions quand nous étions à l'école primaire là. Merci. Le suivant, c'est M. Ronzandi Robin. Monsieur Ronzandi, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Je passe parce que ma préoccupation a été prise en compte par le premier intervenant. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut commencer à répondre aux questions en attendant que d'autres intervenants se manifestent? OK. Merci beaucoup, chers participants, pour les questions intéressantes que vous avez posées. Par rapport à la première question, pourquoi on n'a pas utilisé l'échelle de Likert et en lieu et place, nous avons utilisé Webino? C'est une question d'approche. Donc ici, nous avons la possibilité d'explorer les deux et compte tenu de la densité des évaluations, c'est-à-dire des outils à évaluer, et nous avons choisi la méthode simple qui consiste à savoir si l'élément requis est disponible ou pas. Maintenant, l'autre élément qui nous a amené à adopter cette méthode de réponse oui ou non, c'est-à-dire le but de l'évaluation, l'objectif final de l'évaluation de l'offre de formation, c'est juste pour voir si les offres qui sont mises en œuvre dans les universités publiques sont validées par l'autorité compétente. Donc, c'est l'objectif final visé. Donc, les autres questions, c'était pour permettre de voir jusqu'à quel niveau l'offre est complètement si l'offre répond aux standards requis par les autorités de l'enseignement supérieur. Donc, ici, choisir l'échelle de Likert ou bien oui ou non, je pense que ce n'était pas une obligation, c'était juste pour avoir une facilité pour avancer vite dans l'évaluation des offres de formation. Maintenant, par rapport à la question évaluation pédagogique des apprenants, évidemment, oui, cet aspect est pris en compte dans le programme de contrôle et d'évaluation. Je pense que ça correspond au 7e outil. Si vous regardez bien, vous allez voir que c'est pris en compte. Donc, les apprenants, à la fin de chaque cours reçu, évaluent systématiquement l'enseignant. Donc, c'est bien pris en compte. Et vous pouvez accéder à ces formulaires sans restriction sur le site web de la délégation. Alors, pour la question en lien avec l'évaluation en situation de classe, il y a plusieurs modalités. Ça peut se faire de manière innée, comme ça peut être planifié avec l'unité de formation et de recherche. Donc, l'enseignant peut ne pas savoir si les évaluateurs passent, comme il peut être informé que les évaluateurs passent. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ces questions. Si mes collègues et le DGCE a des compléments d'information, il pourra vous compléter mes réponses. Je vous remercie. Monsieur le DGCE. Oui, merci professeur Perrin, merci chers collègues. Non, je pense que l'essentiel est dit par la collègue Fiamoré. Je voulais juste préciser que nous avons conscience de ce que c'est un processus qui s'amorce et que nous n'aurons pas d'outils parfaits au démarrage. Donc, nous avons voulu faire le plus simple que possible pour lancer la machine et ainsi que le suggérait l'auteur de la question, le moment viendra pour nous d'évaluer les outils au vu de l'expérience qu'on en aura faite et à ce moment-là, éventuellement, nous pourrions décider de changer d'approche. La deuxième chose que je voulais dire, c'est sur la troisième question.
elle a bien expliqué que les deux possibilités existent: évaluation planifiée, évaluation, j'allais dire, inopinée. Mais je voulais juste illustrer chacun des deux aspects, surtout le premier aspect, l'aspect planification. Le DGACE, dans sa communication, vous a expliqué que chaque enseignant doit être évalué une fois tous les 3 ans. Et donc, nous avons choisi de répartir les 1200 enseignants du supérieur qui existent au Bénin en 3 vagues. Et chaque année, nous allons évaluer le tiers. Le tiers qui sera évalué sur une année est connu à l'avance. Et les enseignants qui font partie de cette cohorte-là, ils sont informés de ce qu'ils seront évalués cette année. Après, sur le moment précis auquel l'évaluation va intervenir, comme elle a dit, ça peut avoir été annoncé comme ça peut ne pas être annoncé. Surtout lorsque la DCE a des éléments d'information sur de mauvaises pratiques pédagogiques de la part d'un enseignant, il va de soi que si on annonce l'évaluation, l'enseignant va se préparer en conséquence et nous bluffer. Donc, dans ce cas-là, on ira le surprendre pour voir ce qu'il fait au quotidien. Merci, monsieur le modérateur. Bien, merci, monsieur. Nous allons pouvoir passer à la 3e session de notre webinaire que nous avons intitulé « Considération finale ». Et dans ce cadre, nous rendons la parole au DGCE pour parler d'éthique, du contrôle et de l'évaluation. Il est bien évident qu'à la fin de toutes ces présentations, il y aura encore un temps de discussion. S'il y a des points qui n'ont pas été complètement apurés, nous pourrions revenir là-dessus. Merci, professeur Perrin. J'espère que le partage d'écran est effectif. Oui. Bien, je voudrais amorcer cette brève réflexion en m'appuyant sur le généticien Axel Kahn. Il affirmait que c'est lorsqu'un contexte malmène l'éthique que nous devons redoubler d'énergie pour la faire vivre. Cela pour dire quoi? Pour dire que c'est précisément parce que nous avons constaté au Bénin un effritement de l'éthique professionnelle dans les rangs des professionnels de l'enseignement et de la recherche que le gouvernement a décidé d'instituer le contrôle et l'évaluation. Et parce qu'il en est ainsi, eh bien, il faut que nous-mêmes, dans l'exercice du contrôle et de l'évaluation, nous fassions preuve d'éthique. Ce que nous entendons par éthique ici, c'est tout simplement une réflexion argumentée en vue de bien agir. Ce que Moret Bailly et Didier Truchet appellent une réflexion sur les valeurs et principes. Les valeurs et principes qui nous intéressent sont précisément ceux qui doivent guider notre action dans le cadre du contrôle et de l'évaluation. Il s'agit donc pour nous, au cœur de ce court exposé, de répondre à la question suivant: quelles valeurs et principes la DCE entend-elle conduire le contrôle et l'évaluation des personnels enseignants et des chercheurs? Les valeurs et principes qui sous-tendent l'action de la DCE en cette matière-là traduisent une ambition. D'une part, nous voudrions d'un contrôle professionnel, d'autre part, nous voudrions d'un contrôle respectueux des droits des personnes qui sont soumises au contrôle. Commençons donc par le caractère professionnel du contrôle. Il va s'exprimer dans ce que nous appelons l'esprit de méthode, par une quête d'indépendance et surtout par le respect strict de la discrétion et du secret professionnel. Nous allons reprendre ces éléments-là un à un et essayer de les développer. Commençons donc par l'esprit de méthode.
Alors, ce que nous appelons l'esprit de méthode a conduit à une lente maturation des outils. Les outils qui vous ont été présentés cet après-midi, ça fait pratiquement 1 an qu'ils sont sur le métier, que sans cesse nous les y remettons pour les travailler, les polir, les repolir sans cesse. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir être dans une dynamique d'amélioration continue. Et cette amélioration continue va se poursuivre, ainsi que je l'ai annoncé tantôt en répondant à une question, parce que le moment viendra où nous allons faire une évaluation, une première évaluation de ces outils. Cette approche-là, c'est une approche qui s'inspire de la démarche qualité. Le DGAC vous en a déjà parlé un peu, et nous allons mettre en place aussi un suivi évaluation. Le même esprit de méthode nous conduit à développer une approche participative. Et dans la lente maturation dont j'ai parlé tantôt, nous avons tenu sur le plan national, avec les parties prenantes, plusieurs ateliers. Il y a eu un atelier d'appropriation, puis un atelier de vulgarisation. Et à l'occasion de ces ateliers-là, nous avons systématiquement pris en considération les observations pertinentes qui ont été formulées par les participants. Deuxième idée, la quête d'indépendance. Quête d'indépendance de la DCE dans l'exercice du contrôle et de l'évaluation. Et cette quête d'indépendance-là se traduit par une série de dispositions. La première d'entre elles, c'est le refus de toute ingérence, de toute influence ou de toute interférence externe dans le processus du contrôle et de l'évaluation. Deuxièmement, nous avons, au niveau de la délégation, adopté une politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Le document de politique a été signé par tous les délégués et chacun d'eux, en plus, a signé un engagement de respecter le document de politique. Et c'est le même engagement qu'on demandera à tous les experts qui seront associés à notre action de signer. Troisième exigence, l'obligation de déclaration de tout lien d'intérêt. Parce que nous voudrions faire en sorte que le contrôle et l'évaluation ne soient l'occasion ni de règlement de compte, ni de copinage. En quatrième lieu, nous voudrions que aussi bien les délégués que tous les experts qui vont participer avec eux à la mission de contrôle et d'évaluation refusent systématiquement toute libéralité qui leur serait offerte. De la même façon, ils auront l'obligation de dénoncer toute pression, toute menace dont ils pourraient faire l'objet dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions pour que cela, le contrôle reste un contrôle tout à fait indépendant. Le contrôle professionnel, j'ai annoncé qu'il se traduit aussi par le respect de la discrétion et du secret professionnel. Il s'agit là de deux obligations qui s'imposent non seulement aux délégués, mais aux experts qui vont les accompagner ou qui vont être commis par eux. De manière concrète, il s'agit d'abord d'éviter de révéler à des tiers des informations et documents dont on aura connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice du contrôle. Ensuite, de s'interdire de divulguer des informations relatives à la vie privée des personnes soumises au contrôle et enfin, de garder strictement le secret des délibérations. La finalité de tout ça, c'est une certaine sérénité dans le contrôle et l'évaluation et surtout la préservation de l'honorabilité des sujets du contrôle. J'en arrive donc à la deuxième idée, à la deuxième ambition dans le cadre de l'exercice du contrôle, c'est un souci de respect des droits des personnes qui sont soumises au contrôle. Alors, ici, il y a un certain nombre d'exigences. Je voudrais en prendre 2 ou 3. D'abord, l'équité et l'impartialité, dont la DCE souhaite faire preuve dans l'exercice de ce contrôle. Et ensuite, la
l'épineuse question de la protection des données personnelles. S'agissant de l'équité et de l'impartialité, ces deux exigences-là nous amènent à fonder notre action strictement sur les lois et les règlements qui sont en vigueur. Dans certains cas, nous la fonderons sur les normes qui ont été définies soit par les instances compétentes, soit sur des normes qui sont généralement admises dans le milieu académique. Et enfin, nous allons procéder à une analyse minutieuse des éléments factuels du contexte où nous intervenons pour faire le contrôle. Le contrôle va être exercé par des experts au profil adapté. Le DGACE vous a annoncé tantôt que les 7 que nous sommes, nous n'interviendrons qu'exceptionnellement dans la phase opérationnelle du contrôle et de l'évaluation. Nous irons donc chercher pour chaque enseignant le profil le plus adapté en termes de spécialisation, en termes de grade, en termes d'ancienneté, justement pour éviter toute contestation sur les résultats de l'évaluation. Nous allons nous efforcer d'appliquer des critères identiques d'appréciation à toutes les personnes appartenant à la même catégorie. Tous les enseignants qui sont professeurs titulaires seront évalués sur la base des mêmes critères. Les maîtres de conférence seront évalués sur la base des mêmes critères, ainsi de suite. Et enfin, ainsi que cela a été signalé en répondant à une question, nous ne pouvons pas faire un contrôle hors sol. Donc, nous allons tenir compte de l'environnement dans lequel les enseignants et les chercheurs interviennent, agissent, opèrent pour apprécier leur performance. Un contrôle respectueux des droits. Ici, j'aborde la question de la protection des données personnelles. Pour garantir cette protection-là, nous avons adopté un autre document de politique qui est la politique de confidentialité des données personnelles. Une fois encore, chaque délégué a apposé sa signature sur le document. Il a en plus pris un engagement individuel de s'y conformer et nous demanderons à chaque expert qui sera associé à la mission de contrôle et d'évaluation d'en faire de même en signant cet engagement de respecter strictement le document de politique. Alors, l'éthique du contrôle et de l'évaluation brossée à grands traits va nous permettre d'assurer, comme je l'ai montré, la protection des droits des personnels, des chercheurs qui sont soumis au contrôle. Mais par la même occasion, cette éthique-là vise à protéger la délégation et les experts qu'elle va commettre à la tâche. Ne l'oublions pas, le contrôle et l'évaluation que nous engageons, eh bien, ce contrôle et cette évaluation comportent des risques de contestation. Ces risques de contestation peuvent même aller en justice, avec la possibilité de mettre en jeu la responsabilité personnelle d'un expert pour faute personnelle ou la responsabilité de l'État béninois. Et enfin, je voudrais finir en rappelant qu'il y a un défi à relever. Quelqu'un a rappelé opportunément, il y a quelques minutes, que normalement, une évaluation, pour être positive, elle doit s'inscrire dans le sens de l'amélioration. Nous ne devons pas perdre de vue que par la force des choses, la DCE s'est vue confier non seulement une mission d'évaluation, mais aussi une mission de contrôle. Les deux pans existent dans la mission. Quand nous parlons d'évaluation, il s'agit pour nous d'accompagner. Nous sommes dans une approche pédagogique avec cette finalité qui est l'amélioration de la qualité. Mais dans le même temps, nous avons une mission de contrôle avec la possibilité de sanction. Et nous ne devons pas perdre de vue que cela peut entraîner une certaine forme d'inhibition. Nous marcherons donc sur les œufs en évitant de les écraser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le délégué général. Nous allons à présent passer la parole à un expert externe de la DCE, mais qui va nous donner en quelque sorte les leçons apprises des premières expériences de contrôle et d'évaluation. Il s'agit donc de Monsieur
Berlamin Fandouin. Merci bien et bonsoir, chers tous. L'honneur m'est choix de faire une petite communication sur les leçons apprises des premières expériences de l'enquête spéciale de moralité dans les universités publiques du Bénin qui a été diligentée par la DCE. La communication va s'axer sur 4 principaux points. D'abord, le contexte de mise en œuvre et la cible de l'enquête spéciale de moralité, les points positifs et les difficultés rencontrées sur le terrain, les bonnes pratiques, les recommandations ou améliorations nécessaires pour optimiser le processus des enquêtes de moralité. Pour ce qui est du contexte de mise en œuvre et de la cible, il faut rappeler que cette enquête spéciale de moralité a été décrétée par un arrêté interministériel fixant les modalités de mise en œuvre du mécanisme interne de renforcement et de reclassement des enseignants promis au grade du CAMES, notamment en leurs articles 6, 8 et 13. Cette enquête spéciale de moralité qui a été diligentée par la DCE dans le cadre du reclassement des enseignants l'a été j'allais dire, les UPB, en particulier pour des enseignants-chercheurs inscrits sur les listes d'aptitudes de à différentes fonctions du CAMES, en particulier à peu près 490 enseignants au titre des années 2001, 2021, j'allais dire 2022 et 2023. Ceci dit, dans le cadre de ces enquêtes-là, comme point positif, on peut évoquer que les équipes d'enquêteurs ont été bien accueillies par les enquêtés dans les divers établissements ciblés. On peut également faire remarquer la disponibilité d'un bon cadre de travail dans les établissements visités, une ambiance décontractée au cours des entretiens. On peut faire remarquer que les files d'enquête étaient faciles à exécuter, ce qui a permis aux équipes diligentées sur le terrain d'exécuter 100% des enquêtes telles que planifiées dans le temps imparti. On peut également faire remarquer la disponibilité à divers niveaux du nombre d'enquêtés requis pour chaque candidat au reclassement. Comme difficulté rencontrée sur le terrain, on peut dire que le temps imparti pour cette première expérience était relativement court, notamment pour les universités dont les entités sont sur plusieurs campus éloignés les uns des autres. On peut faire remarquer également que pour des questions de délai de route, toutes les équipes n'ont pas pu suivre l'agenda de passage dans les entités telles que planifiées. Il y a eu quelques retards. On peut également observer comme difficulté sur le terrain la réticence de certains enquêtés à rendre compte des faits remettant en cause la moralité des candidats, notamment la présence de demandes d'explications, de rappels à l'ordre, etc., dont les documents existaient, mais les enquêtés avaient un peu de réticence à les fournir. On peut également remarquer comme difficulté que dans certains cas, les informations indispensables n'étaient pas toujours disponibles en temps réel et que des actes de mise en cause étaient non documentés. Comme bonne pratique sur le terrain, nous pouvons faire remarquer l'assiduité et la ponctualité des experts lors de leur convocation et au cours des séances de travail organisées par la DCE. On peut également faire remarquer que les experts ont été briefés et qu'il y a eu des échanges avec la DCE sur l'approche méthodologique de l'enquête et les valeurs de l'institution et que des dispositions à prendre
et le caractère hautement sérieux de la mission a été également abordé lors de ces échanges-là. On peut également faire remarquer comme bonne pratique qu'il y a eu des simulations de l'enquête, que les experts ont pris connaissance au cours de ces séances des filles d'enquête et qu'il y a eu une simulation pour leur faire vivre par anticipation comment cela allait se passer sur le terrain et que des questions de clarification ont été posées pour mieux comprendre. On peut également faire remarquer comme bonne pratique la bonne planification de ces enquêtes-là, étant entendu que les universités ont été informées d'avance et ont reçu le planning de passage au moins une semaine avant l'enquête afin de préparer les différentes administrations à recevoir les équipes. Il est bon d'évoquer en termes de bonne pratique la discrétion et la confidentialité et faire remarquer que les experts envoyés sur le terrain ont veillé au respect du secret d'instruction dans l'exercice de leur fonction et qu'à ce jour, aucune information n'a fuité au sujet de ce qui a été collecté sur le terrain dans le cadre de l'enquête de moralité. On peut également parler de probité et intégrité et faire remarquer que parmi les experts, ceux qui étaient en situation, par exemple, de candidats eux-mêmes à évaluer, d'enquêter et d'enquêteurs à la fois, l'ont notifié et que la DCE a pris les dispositions idoines en conséquence. Par rapport à l'impartialité et à l'objectivité, il faut faire également remarquer que l'évaluation a été respectueuse, stricte des tests et des contenus. Comme bonne pratique également, les experts ont veillé à la collecte des preuves des allégations des enquêtés et au scellage et à la sécurisation des fiches d'enquête remplies. Il faut également faire remarquer, comme bonne pratique, la mise à disposition des enquêtés d'un bon moyen, un véhicule et des conducteurs avertis pour faciliter la mission. À titre de recommandation pour optimiser le processus des enquêtes, à l'endroit de la DCE, peut suggérer la formalisation du travail des experts par des contrats, le renforcement de la capacité des experts en question au regard des différentes fiches d'enquête avant leur déploiement sur le terrain. On peut faire également comme recommandation la nécessité que l'institution veille à ce que les experts soient assidus et ponctuels sur le terrain et qu'il soit effectué une appréciation à juste titre du temps alloué à la mission au regard de l'effectif des candidats à évaluer. On peut suggérer également comme recommandation dans ce sens que pour chacune des fiches, on projette un temps minimum de 20 minutes par fiche lors de la planification des enquêtes sur le terrain. Également comme recommandation, la sensibilisation des enquêtés sur le caractère très formel de la mission et du sens de discrétion, d'objectivité et d'impartialité nécessaires. Toujours à l'endroit de la DCE, la sensibilisation des responsables enquêtés sur le caractère solennel de leur déclaration et l'importance de la non-rétention d'informations. La sensibilisation des enquêtés également sur la confidentialité et la discrétion relative aux informations qu'ils auront à fournir. Peut également recommander l'écoute systématique des candidats qui auront reçu dans le cadre de ces enquêtes-là un avis réservé ou défavorable. Une mise en place d'un mécanisme de recueil d'informations, y compris sous anonymat auprès des étudiantes et étudiants dans le cadre de l'enquête spéciale de moralité, et la prévision d'une plénière après le déroulement des enquêtes pour un croisement des résultats, on l'espère. À l'endroit des universités publiques du Bénin, on peut suggérer l'amélioration de l'archivage et du dispositif de mise à jour des dossiers des enseignants au niveau des rectorats et des entités, la documentation des actes de mise en cause qui devaient être systématiques, l'insertion dans les dossiers des enseignants
et un meilleur archivage des demandes d'explications, rappel à l'ordre, etc. Tout acte de mise en cause comme indicateur de leur moralité ou de leur éthique de travail. Une sensibilisation des responsables enquêtés sur le caractère solennel également doit être fait, doit être une recommandation aux universités publiques du Bénin comme en soutien à ce que fera la DCE et une écoute également au niveau de ces institutions-là systématique des candidats objets de plaintes relatives à leur moralité. Une mise en place également d'un mécanisme de recueil d'informations auprès des étudiants et étudiantes au niveau des universités également. Merci de votre attention. Merci. Après ces deux présentations, nous allons demander aux participants au webinaire d'intervenir pour des questions de clarification ou des observations. On va commencer par M. Thierry Ardouin. Monsieur Ardouin, vous avez la parole. Bonjour, monsieur le délégué, bonjour à la commission. Merci effectivement de ce temps, de cette présentation et bravo effectivement de cette ambition éducative, pédagogique et scientifique que l'on ne peut que saluer. J'aurais juste une remarque et une question. Alors, une remarque, c'est effectivement, je rejoins les commentaires des collègues par rapport à l'aspect collectif du travail, à l'aspect de prise en compte du contexte et des environnements, et dans l'aspect d'évaluation qualitative et formative. Et effectivement, je vois déjà dans le regard qu'on pourrait porter des évolutions auprès des enseignants, mais pas que seulement les enseignants, évolution au niveau pédagogique, évolution et amélioration au niveau structurel, avec les fonctions d'appui, les fonctions support, les fonctions scientifiques, et la dimension scientifique. Bon, c'est pour donner un peu mon cadre de réflexion. Donc, je vois bien effectivement les attendus et les logiques, et je m'inscris dans cela avec ces pistes d'amélioration qui ne sont pas fermées, bien évidemment. Ce qui m'amène à une question, je dirais, plus de mise en œuvre. Donc, comment vous envisagez la répartition à la fois du travail auprès des enseignants, mais aussi des équipes, mais aussi scientifiques, et comment vous envisagez cette répartition, cette organisation et planification, parce que, effectivement, cela est à intégrer dans les emplois du temps des uns et des autres, et comment aussi vous voyez la répartition entre les temps à distance et les temps en direct, en situation. Merci de votre écoute. Monsieur Glito. Monsieur Glito. Oui, toutes mes félicitations à la DCE concernant l'éthique de la DCE. C'est à ce niveau que j'ai une question. Il est dit, et c'est tout à fait valable, qu'il faudrait déclarer les conflits d'intérêts. Maintenant, j'aimerais savoir si les limites ont été définies, parce que je pense que ça, c'est important aussi. Qu'est-ce qui est considéré comme conflit d'intérêts? Est-ce que si l'enseignant est de mon village, est-ce que c'est un conflit d'intérêts, etc. Je pense qu'il va falloir préciser davantage ce que nous entendons par conflit d'intérêts dans ce cadre-ci. La deuxième et dernière question, comme le délégué général l'a dit et a raison, effectivement qu'il pourrait y avoir des contestations. Là, ma question est de savoir si la DCE a prévu elle-même un mécanisme de contestation, c'est-à-dire en tant qu'enseignant, j'ai été évalué, je ne suis pas convaincu des résultats de l'évaluation. Quelles sont mes
recours, qu'est-ce que je peux faire et à quel niveau est-ce qu'il y aura la décision finale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres intervenants? Monsieur Fernand Louis Béton. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. J'ai suivi Louis avec Béton. beaucoup d'intérêt. Oui, les différentes interventions. C'est très rassurant pour nous d'apprendre ou de réapprendre que l'indépendance de la DCE est garantie et donc qu'elle ne subit ou ne subira aucune influence extérieure et que ces décisions sont tout à fait indépendantes. En ce qui concerne l'intervention portant sur les leçons apprises des premières expériences de l'enquête spéciale de moralité, je voudrais savoir si on peut avoir un peu plus d'informations au-delà de l'approche méthodologique qui a été adoptée. Est-ce que c'est possible de savoir un peu les axes ou les principales rubriques sur lesquelles a porté cette enquête de moralité-là? Parce que les leçons apprises découlent de ça aussi. Est-ce qu'il est aussi possible de savoir les dispositifs internes au niveau de chaque entité qui garantissent ou préservent un peu la bonne moralité des personnels enseignants? Et enfin, je suis curieux de savoir, parce que ce n'est pas qu'on demande des noms, ça c'est hors de question, mais est-ce que c'est possible, ne serait-ce qu'en termes de grandes tendances, de savoir aussi un peu les leçons qu'on peut apprendre de cette première expérience-là, pour dire que oui, voilà, en termes de grandes tendances, il y a telle proportion d'enseignants qui font ceci et d'autres qui ne font pas ceci, cela, tout ça. Est-ce que c'est possible d'aller jusqu'à ces niveaux-là? Parce que j'estime que si on veut faire de la capitalisation sur ces expériences, on peut aller jusqu'à ces niveaux-là de présentation, bien sûr, sans donner des noms de qui que ce soit. Je vous remercie. On peut peut-être commencer par l'enquête sur le contenu de l'enquête spéciale de moralité. Oui. Merci, cher délégué général. Je pense que sur la première question, les axes et principales rubriques, on peut, si le prof de Dila peut nous aider à aller sur la plateforme, on peut rapidement aller sur la fiche, le formulaire. C'est le formulaire 6 sur la plateforme. Quand on clique là-dessus, on y a directement accès. Et naturellement, ce formulaire a une première partie qui permet de remplir les informations sur l'identification de l'enseignant, puisqu'il s'agit d'une évaluation de l'enseignant. Ensuite, une rubrique sur les éléments d'enquête. Et rubrique 2. Voilà, les éléments d'enquête. On peut y lire le volet académique, où on demande, par exemple, dans le cadre de l'accomplissement de ces fonctions, si le sujet a fait l'objet de reproches pour des faits ou actes remettant en cause sa moralité. L'enquêté a à répondre par oui, non. Et si c'est oui, on passe à des éléments plus spécifiques. Quel type de reproche? S'agit-il d'une plainte, une dénonciation, un rappel à l'ordre, autre à préciser? Si oui, le reproche en question a-t-il fait l'objet de traitement par les services compétents? Si oui, le cas a-t-il été soumis à une instance disciplinaire? Si oui, l'instance disciplinaire a-t-elle statué? Si oui, quelles sont les références du procès verbal? À ce niveau, il faut insister que si le oui est dit à ce niveau, il faut un document qui soutient les allégations. Alors, ensuite, ce document doit être fourni, donc l'évaluateur, l'enquêteur doit l'uploader, Le télécharger. télécharger, j'allais dire. Ensuite,
L'instance a-t-elle prononcé une sanction? Si oui, quel est le degré de sanction? Académique, disciplinaire. Ensuite, quel est le degré? En haut, c'était la nature. La nature. Le type de sanction. Le type de sanction. Et ensuite, quel en est le degré? S'agit-il d'une sanction disciplinaire, premier degré, deuxième degré, troisième degré? Le cas échéant, l'enseignant est-il encore sous le coup de la sanction? On est au point 10, je pense, au point... alors, oui, le point 10, le cas échéant, l'enseignant est-il encore sous le coup de la sanction? Au point 11, on a la sanction est-elle de nature à empêcher sa promotion? Si oui, dans quelle mesure? Après cela, il y a le volet B qui est pénal. L'enseignant-chercheur est-il sous le coup d'une poursuite pénale? Si oui, quel est l'objet de la poursuite? L'enseignant a-t-il fait l'objet d'une condamnation pénale? Oui, non. Après cela, il y a le volet comportement général. Existent-il des actes ou des faits qui, sans avoir été objet de reproches officiels, remettent en cause néanmoins la moralité de l'enseignant-chercheur? L'enseignant ou le chercheur a-t-il de bonnes relations avec les autorités? Ensuite, a-t-il de bonnes relations avec le personnel administratif, technique et spécialisé? A-t-il de bonnes relations avec ses collègues? Et a-t-il de bonnes relations avec les étudiants? Ensuite, les informations sur l'enquêté, la signature et l'enquêteur, bien entendu, et signature des deux. Ensuite, la partie conclusion. À ce niveau, il est demandé de mentionner l'avis final de l'équipe d'évaluation. Si l'enseignant a reçu l'affirmatif à l'un des points de volet académique ou de volet pénal, l'avis à suggérer doit être un avis obligatoirement défavorable. Si l'enseignant n'a reçu d'affirmation qu'aux questions du volet comportement général, l'avis peut être réservé. En C, si l'enseignant n'a obtenu aucun affirmatif aux questions des volets académique, pénal et de comportement général, l'avis à suggérer est l'avis favorable. Et donc, l'avis sera coché, la date mentionnée, et on pourra soumettre. Je pense que c'est ce que je peux dire. D'accord. Merci. Pour les grandes tendances, je vous retourne D'accord, on va commencer par ça. Je dirais que les grandes tendances, les résultats de la première campagne d'enquête spéciale de moralité sont connus de la DCE à l'heure qu'il est. Mais nous allons commencer à appliquer les principes ici et maintenant. Donc, nous allons observer rigoureusement le secret des délibérations qui se poursuivent. Le moment viendra de partager ces grandes tendances avec tous. Parce que sans ça, on ne va pas pouvoir tirer profit de l'exercice. Mais ce n'est pas encore le moment de révéler ces tendances-là. Alors, revenons à la première question qui porte sur l'aspect collectif du travail. Le DGACE a déjà indiqué que les outils que nous avons élaborés pour l'instant permettent d'apprécier si l'enseignant, si le chercheur s'inscrit dans une équipe de travail et si cela a du positif. Mais à la vérité, nous devons reconnaître que ce que nos interlocuteurs de cet après-midi nous indiquent, c'est un chemin qui reste à faire. Le Bénin s'est engagé depuis une dizaine d'années dans le système LMD. Dans ce système, normalement, on devrait fonctionner en équipe pédagogique, avec un responsable d'équipe, sur lieu, chaque élément constitutif apportant sa contribution. Il faut admettre que dans la pratique, on n'en est pas encore là, que les collègues sont réticents, que cette culture du travail en équipe dans nos universités n'est pas encore une réalité.
C'est donc en nous situant dans une approche, j'allais dire, systémique, que nous allons considérer que d'un côté, l'évaluation telle qu'on l'envisage, on commence à la mettre en œuvre, mais qu'on doit continuer de travailler pour instituer, instaurer et renforcer cette dynamique du travail en équipe. Oui, nous allons bien évidemment faire en sorte de suivre l'évolution à la fois sur le plan pédagogique, sur le plan des infrastructures et sur le plan scientifique. Et concernant le volet pédagogique, je voudrais aussi annoncer que la DCE a reçu comme mission ou comme tâche de mener une réflexion sur ce qui sera désormais la formation pédagogique des enseignants. Parce que dès que nous sommes allés à leur rencontre, l'une des premières choses qu'ils nous ont dites, c'est très bien, vous allez venir nous évaluer. À la limite, nous serons sanctionnés parce que nous n'aurons pas fait preuve de bonne pédagogie. Mais quels outils nous donnez-vous pour être performants sur le plan pédagogique? La question a été soulevée en haut lieu et la DCE a eu le feu vert pour mener une réflexion et faire des propositions au gouvernement sur la manière d'organiser la formation pédagogique initiale et la formation pédagogique continue des enseignants. Donc, c'est un chantier qui va s'ouvrir également. Bon, en termes de répartition du travail, tout va se décider assez vite. Ce à quoi nous travaillons actuellement, c'est, j'allais dire, l'aboutissement de la procédure pour la signature des contrats avec les premiers experts qui ont été d'ores et déjà retenus par la DCE. C'est une procédure parce que, a priori, nous ne sommes pas partis, nous, délégués pour signer des contrats avec les experts. Les experts vont signer un contrat avec le gouvernement béninois, à moins que celui-ci nous délègue ou nous mandate pour le faire en ces lieux et places. Donc, un processus est en marche et va aboutir à la signature du contrat. Une fois les contrats signés, nous allons déterminer le profil, ou j'allais dire, oui, nous allons déterminer le profil des experts qu'il nous faut pour évaluer la première cohorte de 490 enseignants. Et donc, c'est en fonction des spécialités des intéressés, de leur grade, de leur ancienneté que cela va se faire. Bien évidemment, la partie essentielle de la mission sera sur le terrain, ici au Bénin, mais tout ce qui serait de l'ordre du renforcement des capacités, ça dépendra. Il pourrait y avoir du tutorage sur place, il pourrait y avoir aussi, j'allais dire, un accompagnement à distance. Et tout cela sera précisé dans le cahier de charge de chaque expert le moment venu. Donc, l'idée, c'est d'avoir un contrat cadre de collaboration entre l'expert et la DCE, et ensuite, au cas par cas, il y aura des lettres de mission pour des interventions ponctuelles. La question de la déclaration des conflits d'intérêts. Ma réponse tient en deux points. D'abord, il y a des balises générales qui sont posées dans le document de gestion, de prévention de gestion des conflits d'intérêts que la DCE a adopté et que nous allons peut-être mettre en ligne sur le site pour vous permettre d'en avoir connaissance dès maintenant. Mais sur la question précise qui est posée, est-ce que parce qu'un enseignant est du même village que moi, il y a conflit d'intérêts? Je pense qu'il faut retourner à l'essence de la notion, du concept. De quoi s'agit-il? Il s'agit de faire en sorte que dans l'exercice de ces fonctions, l'expert ou le délégué soit en mesure d'être complètement indépendant et impartial. Voilà ce qui est en cause. De faire en sorte qu'il n'y ait aucune suspicion sur les résultats du contrôle et de l'évaluation. À partir de là, c'est chacun qui se détermine en son âme et en sa conscience. Nous sommes certes du même village, mais moi, j'estime
que je suis capable d'impartialité, d'indépendance dans mon travail par rapport à lui. Tout ce qu'on vous demande dans ce cas, c'est de déclarer le fait que vous soyez du même village. Et après, il appartient à la DCE d'apprécier si elle vous maintient en mission auprès de cet enseignant-là et si oui, quelles précautions elle doit prendre. Donc, ça va se décider au cas par cas et chacun va se déterminer par rapport à sa conscience, à sa capacité, mais en tenant compte aussi de la perception des autres. Même si vous pensez pouvoir faire preuve d'indépendance et d'impartialité, est-ce que les autres seraient capables de comprendre que vous avez fait preuve d'impartialité et d'indépendance dans ce cas-là? Voilà à quoi ça va se jouer de mon point de vue. Oui, les recours seront possibles. Ils seront possibles d'abord devant la DCE elle-même. À partir du moment où un enseignant estimera avoir été lésé ou mal évalué, il pourra faire valoir, j'allais dire, les éléments nouveaux dont il dispose devant la DCE qui pourraient réexaminer son cas. Et je voudrais aussi rappeler à ceux qui ne le savaient pas que la DCE est un organe opérationnel du Conseil national de l'éducation et que la DCE est rattachée au président du Conseil national de l'éducation. Donc, j'allais dire que fatalement, il y a un niveau d'appel, pour ainsi dire, devant le président du CNE. Alors, en même temps que nous disons ces choses-là, il nous faut clarifier un point. Sur la notion d'indépendance qui a été développée et reprise par un intervenant, l'indépendance dont nous parlons, c'est l'indépendance dans l'exercice de nos attributions. Mais les processus administratifs sont parfois tels que la décision finale n'est pas au niveau de la DCE. Je prends un exemple. L'enquête spéciale de moralité, c'est une composante des critères d'évaluation pour le reclassement des enseignants. Il y a un autre pan ou d'autres pans qui sont au niveau des universités, notamment l'évaluation de la performance de l'enseignant par rapport au contrat qu'il a signé avec son université. Et il y a aussi les quotas qui vont être déterminés par l'État. C'est tout cela mis ensemble qui permettra au ministère de la fonction publique de décider de qui sera promu cette année et qui ne le sera pas. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit très clair sur ces choses-là. La garantie de bonne moralité au niveau des universités. La délégation contrôlée à l'éthique dans l'enseignement supérieur a élaboré récemment un projet de code de déontologie et d'éthique. Ailleurs, c'est chaque université qui a son code de déontologie et d'éthique. Mais au Bénin, nous avons fait l'option d'un code national de déontologie et d'éthique pour les personnels enseignants et chercheurs du supérieur. Ce projet-là a fait l'objet d'un processus d'internalisation avec les parties prenantes. Il a été finalement validé par ces parties prenantes et le dossier est actuellement dans le processus d'adoption de ce code-là en Conseil des ministres. Nous pensons donc que bientôt, les universités vont pouvoir disposer d'un instrument pour, j'allais dire, garantir la bonne moralité de leurs enseignants. Et je crois avoir dit l'essentiel sur les questions que j'ai notées. Nous sommes en principe arrivés au terme imparti des 120 minutes prévues pour ce webinaire. Aussi, je vais laisser la parole au DGCE pour le mot de clôture et les prochaines étapes. Bien, merci professeur Perrin. Je voudrais commencer par vous remercier toutes et tous d'avoir pris la peine de vous inscrire à ce webinaire, d'avoir pris le temps d'y participer.
Je voudrais ensuite vous renouveler nos sincères excuses pour, j'allais dire, le retard certain que nous avons eu au démarrage, retard dû aux difficultés techniques. Mais je considère que c'est un très bel exercice pour demain et que demain, ça ira un peu mieux pour ceux qui vont nous rejoindre. Je voudrais ensuite rappeler que nous nous engageons tous dans une grande aventure, que chacun de nous va devoir jouer sa partition pour qu'on y arrive. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier les Béninois de l'intérieur comme de la diaspora qui se sont portés experts volontaires. Je voudrais remercier les collègues des autres nationalités qui ont choisi de faire avec nous ce chemin visant à instaurer la qualité dans l'enseignement supérieur au Bénin. J'imagine que les autres États dans la sous-région, voire un peu plus loin, ont les yeux rivés sur l'expérience béninoise. Et nous serons tous comptables demain des résultats de cette expérience-là. Et je ne voudrais pas que l'histoire retienne nos noms en les associant à un échec. À partir de ce moment-là, je pense pouvoir compter sur la détermination et l'engagement de chacun et de tous. Les prochaines étapes, c'est déjà le webinaire de demain, qui devrait être un webinaire un peu plus ouvert. L'idée, c'est de permettre à tous les enseignants, quels qu'ils soient, qui n'ont pas eu la chance jusqu'à présent de participer aux ateliers, j'allais dire de vulgarisation, d'avoir une occasion de s'informer en détail sur le processus de contrôle et d'évaluation. Après cela, les capsules des 2 webinaires devraient pouvoir être mises en ligne sur le site de la DCE de manière à permettre à ceux qui ont raté une partie ou à ceux qui n'ont pas pu prendre part du tout à ces webinaires d'avoir l'information essentielle. Donc, il ne s'agira pas simplement des communications, mais de l'enregistrement intégral des 2 webinaires. Et nous pensons pouvoir mettre en place pour les experts qui ont été sélectionnés, qui résident à l'étranger ou sur le territoire national, une forme de tutorage. L'idée, c'est que si vous aviez des questions sur les outils, sur la manière de les administrer, que vous puissiez nous les adresser et qu'il y ait en temps presque réel un délégué pour répondre à vos préoccupations et vous apporter les éclairages nécessaires. En ce qui concerne le démarrage des évaluations proprement dites, comme je l'ai annoncé tantôt, il y a un préalable. C'est la signature des contrats avec les experts. Cela passe par l'autorisation du gouvernement et nous avons engagé pour le processus pour cela. Nous patienterons et nous vous tiendrons informés de la suite. Je vous remercie donc d'être venu. Merci de votre patience. Merci de votre esprit de tolérance et d'ouverture et à très bientôt. Merci à tous. Donc, ceci met donc fin au webinaire d'aujourd'hui. Au revoir.